La chaleur de juillet à Marseille est réputée pour son humidité qui colle à la peau. Mais lorsque vous entrez dans la maison Bellage, cette bâtisse en pierre située dans les ruelles du Vieux-Port, ce n'est pas la chaleur qui vous accueille, mais une odeur âcre. Une odeur composée à 72% d'huile d'olive, de sel marin et de fût de chêne centenaire. Cette odeur, c'est mon enfance, ma jeunesse et maintenant ma prison. Du moins, c'est ce que pensait mon mari Hassan et sa famille arrogante. Je m'appelle Fatima. Mon nom de famille est Belhadj, mais si je porte ce nom, ce n'est pas parce que je suis de la même sang que ces hommes qui siègent dans leur salle de conseil fastueuse et portent des costumes italiens hors de prix. Je suis la belle-fille indésirable de cette famille. À leurs yeux, je suis une femme ignorante, originaire de la banlieue nord de Marseille, sans instruction, qui ne connaît que la chaleur des chaudières de la chaîne de production. À leurs yeux, je n'étais pas différente d'une vieille machine figurant sur la liste des immobilisations de l'usine, utile, silencieuse et pouvant être mise de côté si nécessaire. Ce matin-là, j'ai senti que la plus grande tempête de ma vie allait éclater. Il était 5 heures du matin. Comme d'habitude, c'est moi qui avais ouvert les grandes portes en fer de l'usine. Pierre, l'agent de sécurité, m'a salué avec sa tasse de café à la main et j'ai vu dans ses yeux la pitié habituelle. Bonjour, Madame Fatima, m'a-t-il dit. Seuls lui et les ouvrières immigrées de la production m'appelaient Madame. Pour la famille de mon mari, je n'étais que Fatima. Parfois, je n'étais même pas cela, mais simplement elle. En descendant à la chaufferie, le bruit bouillonnant de la pâte de savon verte m'apaisait. Cette usine fabriquait du savon de Marseille traditionnel depuis les années 1920. C'était un héritage fier transmis par nos grands-parents. Mais depuis 5 ans, ma belle-mère Madame Yvette et mon mari Hassan essayaient de vendre notre âme sous prétexte de moderniser l'entreprise. À 9 heures, l'agitation a commencé dans les bureaux vitrés à l'étage supérieur de l'usine. C'était le jour de la grande réunion. Le sujet dont j'entendais parler depuis des mois, que l'on cachait dans les couloirs à coups de regards furtifs, était enfin sur la table. J'ai retiré ma blouse de travail et j'ai essayé de nettoyer l'odeur d'huile d'olive sur mes mains, qui ne part jamais complètement, même si je les lave encore et encore. J'ai enfilé une robe sobre et grise. Je me suis regardée dans le miroir. Des yeux fatigués, des cheveux noirs tirés en arrière et, au coin de mes lèvres, les rides creusées par les années et les mots non dits. Reste calme, Fatima, me suis-je dit. Contente-toi d'écouter. Comme d'habitude, sois invisible et écoute. Lorsque je suis entrée dans la salle de réunion, l'atmosphère y était encore plus étouffante que la chaleur marseillaise à l'extérieur. Ma belle-mère, Madame Yvette, était assise à la tête de la longue table en acajou. Les perles autour de son cou auraient pu payer la facture d'électricité trimestrielle de l'usine. À sa droite se trouvait mon mari Hassan, à sa gauche mon beau-frère Rachid, et à l'autre bout de la table, 3 hommes que je ne connaissais pas, vêtus de costumes gris avec des sourires factices sur le visage. Hassan a grimacé en me voyant, comme si un insecte était entré dans la pièce. Fatima, que fais-tu ici? Il s'agit d'une réunion du conseil d'administration, pas d'une réunion de planification de la production, a-t-il dit d'une voix glaciale. J'ai entendu dire que c'était une réunion des actionnaires, Hassan, ai-je répondu en m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. Je pensais que les membres de la famille devaient y assister. Madame Yvette prit une gorgée d'eau dans son verre en cristal et afficha son sourire méprisant. Oh, ma chérie, même si tu fais techniquement partie de la famille, les sujets abordés ici pourraient te donner mal à la tête. La finance, la stratégie, les marchés mondiaux, ce n'est pas comme couper des pains de savon. L'un des hommes, en costume gris assis à la table, gloussa. Ce son me noua l'estomac, l'humiliation, ce sentiment toxique auquel je m'étais habituée depuis des années, qui m'accompagnait au petit déjeuner et au dîner. Je vais juste m'asseoir dans un coin, Madame Yvette, dis-je en baissant la tête, jusqu'à ce que les enfants aillent à l'école. Bah attends. Bon, puisque vous insistez, dit Hassan en agitant la main pour me faire signe de passer. Mais ne dites pas un mot, c'est un environnement de travail sérieux ici. Après m'être affalée sur la chaise dans le coin, comme si j'étais la personne la plus insignifiante de la pièce, la réunion a commencé. Et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Les hommes en costume gris étaient les représentants d'une multinationale géante de détergents appelée Pure Clean. Leur offre était simple mais dévastatrice. Acheter la marque Maison Bellage, mais pas l'usine. Seulement le nom.
Ils allaient arrêter la production, transformer ce bâtiment historique de Marseille en hôtel de luxe et apposer le nom Savon Bel Âge sur des détergents synthétiques et chimiques fabriqués dans leurs immenses usines en Chine. En échange, ils offraient la somme de 12 millions d'euros. Je pouvais voir la lueur dans les yeux de Hassan, même à cette distance. Rachid semblait déjà rêver de la voiture de sport qu'il allait s'acheter. Madame Yvette, quant à elle, calculait le nombre de jours qui la séparaient du jour où elle redeviendrait la reine de la société marseillaise. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme opprimée, mes amis. C'est l'histoire de ceux qui ont oublié à quel point le silence peut être une arme dangereuse. Si vous avez déjà été mis à l'écart dans votre vie, ne serait-ce qu'une seule fois, en vous entendant dire « tu n'y arriveras pas »,« tu ne comprends pas » ou « tu n'es pas à la hauteur », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce que vous allez entendre dans quelques instants sera non seulement ma vengeance, mais aussi la vôtre. C'est une offre formidable, dit Hassan, sans pouvoir contenir son enthousiasme. Les coûts de production, les syndicats, les prix des matières premières, nous nous débarrassons de tout cela. Il suffit de signer et la marque leur appartiendra. Mais, ai-je murmuré, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tous les regards se sont tournés vers moi. Un silence profond et gênant s'est installé dans la pièce. Mais ce savon, dis-je en élevant légèrement la voix, ce savon est fabriqué selon la même formule depuis 100 ans. Si vous arrêtez la production, les 45 femmes qui y travaillent se retrouveront sans emploi et le contenu de ce paquet ne sera plus du savon de Marseille. Ce serait de la fraude. Hassan a frappé violemment la table. Je t'avais dit de ne pas parler, a-t-il rugi. Son visage était rouge de colère. Que sais-tu du commerce? Que sais-tu de la marque? Tu ne sais que rester devant ces cuves et remuer. C'est mon héritage, c'est ma décision. Mais notre héritage, le corrigeai-je. Madame Yvette intervint, sa voix ressemblant au sifflement d'un serpent. Ton héritage? La seule chose que tu as apportée à cette famille, c'est ton accent provincial et ton obstination sans fin, Fatima. Cette usine appartient à la famille Bellage. Et toi, tu n'es qu'une erreur de mon fils. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se briser. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les morceaux brisés ne sont pas tombés par terre. Au contraire, ils se sont assemblés en moi pour former un mur de glace acéré. Mes yeux ne se sont pas remplis de larmes. Mes mains n'ont pas tremblé. La Fatima pure et bien intentionnée qui était en moi est morte sur cette chaise. Et à sa place, une autre personne est née. Il faut une décision de l'Assemblée générale pour la vente, ai-je dit. Ma voix était si calme que j'en ai moi-même été surprise. Il faut l'accord de tous les actionnaires. Hassan a éclaté d'un rire moqueur. Les actionnaires? Moi, Rachid et ma mère, nous détenons 49%. Les 51% restants? Il s'interrompit, son visage s'assombrit. Appartiennent à ma grand-tante Zineb, et cette vieille femme sénile est alitée depuis des années dans une maison de retraite à Lyon, incapable de se souvenir de son propre nom. C'est son tuteur qui prend les décisions en son nom. Il se leva et s'approcha de moi. Son visage était si près du mien que je pouvais sentir l'odeur de l'espresso qu'il avait bu le matin même. Et ce tuteur, c'est moi, Fatima, donc ton opinion, ta conscience ou celle de tes petits copains ouvriers n'ont aucune importance. Vendredi prochain, l'Assemblée générale se réunira et nous approuverons la vente. D'ici là, tu feras bien de la fermer. Il s'est penché vers mon oreille. Sa voix s'est transformée en murmure, mais chaque mot était comme un coup de couteau. Si tu fais la moindre chose qui puisse compromettre cet accord, je te jure que je prendrai les enfants, et tu ne les reverras plus jamais, sauf dans tes rêves. Tu te retrouveras sans le sou, comme une ex-femme, sans abri, errant dans les rues de Marseille. Il recula, ajusta sa veste et me montra la porte. Maintenant, pars, ne gâche pas l'appétit de nos invités. Quand je suis sortie de la pièce, mes jambes tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure et brûlante. En marchant dans le couloir, je pensais à une vérité que Hassan ignorait, que Madame Yvette avait oubliée, et que ces hommes en costume gris ne pourraient jamais deviner. La grande-tante Zineb n'était pas sénile. Et surtout, le tuteur n'était pas Hassan. La grande-tante Zineb avait compris depuis des années la cupidité des hommes de la famille. Et le mois dernier, dans sa petite chambre de la maison de retraite, elle avait transféré, par un acte notarié secret, la totalité des pouvoirs de gestion de sa participation de 51 points, c'est-à-dire sa procuration, à une seule personne.
à la seule personne qui lui rendait visite chaque semaine, qui lui brossait les cheveux, qui lui faisait sentir les parfums des savons frais qu'elle rapportait de l'usine. Moi. Mais je n'allais pas leur dire cela maintenant. Non. Le jeu ne faisait que commencer. Leur arrogance allait être ma plus grande arme. Le fait qu'ils me considèrent comme un ignorant allait causer leur perte. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis descendue directement dans la salle des archives de l'usine. Si une guerre devait éclater, je devais préparer mes armes. Car Hassan n'allait pas se contenter de vendre l'usine, il allait essayer de me détruire. Et avant qu'il ne fasse le premier pas, j'avais juré de révéler tous ses secrets aux inavouables. Mais lorsque j'ai ouvert la porte des archives, j'ai été confrontée à un spectacle inattendu. Les dossiers étaient par terre, les classeurs étaient déchirés. Et surtout, l'écran de l'ordinateur contenant les registres des stocks de matières premières était brisé. J'ai entendu un bruit derrière moi. Quand je me suis retournée, le contremaître de l'usine, Malik, le fidèle chien de Hassan, me regardait en souriant, un pied de biche à la main. Il y a un problème avec les stocks, madame, m'a-t-il dit d'un ton moqueur, et j'ai bien peur que cette négligence vous soit imputée. J'étais tombée dans le piège, mais ces hommes qui se prenaient pour des chasseurs allaient bientôt comprendre qu'ils étaient en réalité la proie, la froideur métallique du C. Pied de biche se ressentait dans la paume de Malik, tandis que je sentais des gouttes de sueur couler dans mon dos. L'air poussiéreux de la salle des archives était imprégné d'une odeur de plastique brûlé provenant de l'écran d'ordinateur brisé. Malik fit un pas de plus vers moi avec son sourire répugnant. Qu'y a-t-il, madame? Vous avez perdu votre langue, ou bien vous réfléchissez à la manière d'expliquer ce désordre? Mes yeux se posèrent sur le disque dur brisé qui gisait par terre. Ce disque contenait les registres des entrées et sorties de matières premières des 5 dernières années. Il contenait la preuve que, dans le cadre du processus de modernisation évoqué par Hassan, des tonnes d'huile d'olive de première qualité avaient tout été achetées sur papier sans jamais entrer dans l'usine. Et maintenant, elles étaient écrasées sous les bottes de Malik. Normalement, si j'avais été l'ancienne Fatima, j'aurais crié « Je n'ai rien fait !» peut-être même pleuré de peur, mais je n'étais plus cette femme. Cette femme n'était morte dans la salle de réunion à l'étage. Je pris une profonde inspiration. L'odeur familière du savon qui emplissait mes poumons me donna de la force. Je regardai Malik dans les yeux, comme s'il n'était pas là, comme s'il n'était qu'une tâche à nettoyer. « Écarte-toi de mon chemin, Malik, » dis-je. Le calme de ma voix le surprit. Il hésita un instant, son attitude menaçante s'effondra. « Le patron t'attend, » a-t-il grogné, mais le ton moqueur de sa voix avait laissé place au doute. Lorsque je suis entrée dans le bureau de Hassan, la scène était déjà prête. Sur son bureau se trouvaient les faux rapports d'expédition que j'étais censée avoir signés. À côté de moi se tenait mon beau-frère Rachid en tant que témoin, et mon mari était assis dans son fauteuil, ivre de victoire. « Comment as-tu pu faire ça, Fatima ?» dit Hassan en secouant la tête avec une fausse tristesse. Son ton était celui d'un père grondant un enfant turbulent. Effacer les registres des matières premières, détruire l'ordinateur, nuire à l'entreprise juste pour couvrir ta propre incompétence? Rachid gloussa. Elle n'est pas bien psychologiquement, je te l'avais dit. Cette femme est instable, c'est dangereux de la laisser à l'usine. Tu as raison, dit Hassan en me tendant un document. C'est pourquoi nous suspendons toutes ces fonctions chez Maison Bellage à compter de maintenant. Tu ne peux même plus entrer dans l'usine. Rentre chez toi, occupe-toi de tes enfants. Et il plissa les yeux. Et prie pour que je ne te dénonce pas à la police pour dommage à la propriété de l'entreprise. Je regardai le papier. C'était un document dans lequel je déclarais démissionner et renoncer à tous mes droits. Si, dans votre vie actuelle, il y a des personnes qui essaient de vous faire douter de votre propre réalité, qui manipulent tout ce que vous faites et vous font vous sentir fou ou incompétent, arrêtez-vous et écoutez-moi. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, mes amis. Et il n'y a qu'un seul remède, refuser de jouer leur jeu. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire, car Fatima va maintenant utiliser ce remède. J'ai pris le stylo. Les yeux de Hassan se sont mis à briller. Il pensait que j'allais signer, me soumettre, me retirer dans mon coin. J'ai déchiré le papier lentement, soigneusement, en deux. Le silence dans la pièce était si pesant qu'il couvrait même le chant des cigales dehors. « Je ne signerai pas, » ai-je dit. « Eh oui, je rentre chez moi. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur, Hassan. C'est parce que j'ai la nausée. » Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. Hassan criait derrière moi. «
C'est une rébellion, je vais te laisser sans le sou. Tu ne verras plus jamais ces enfants. Rorsque je claquai la porte, leurs voix se transformèrent en un murmure étouffé. En sortant de l'usine, Pierre, l'agent de sécurité, abondit de sa guérite pour rouvrir la porte. Il avait les yeux remplis de larmes. Est-ce que vrai, madame? Vous partez? J'ai souri à Pierre. C'était mon premier vrai sourire de la journée. Ne t'inquiète pas, Pierre, ai-je dit. Ce n'est qu'une petite pause. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, c'est moi qui déciderai qui ouvrira et fermera cette porte. Quand je suis montée dans le taxi, je n'ai pas donné l'adresse de ma maison au chauffeur. Rue de la République, ai-je dit. Au bureau du notaire. La circulation à Marseille et Sille était aussi confuse que mes pensées. Hassan pensait m'avoir coincée en demandant à Malik de casser cet ordinateur. Mais il avait oublié une chose. J'étais un ouvrier ignorant, certes, mais comme tous les ouvriers ignorants, je notais tout. Hassan pensait que les enregistrements numériques étaient des copies uniques. Mais à la fin de chaque quart de travail, je ramassais les petits tickets jaunes qui sortaient de la balance de la chaîne de production, je les classais par ordre chronologique et je les gardais dans une vieille boîte à biscuits chez moi. Parce que la confiance n'empêchait pas le contrôle. Et je ne leur avais jamais fait confiance. Lorsque j'ai poussé la lourde porte en chêne du bureau du notaire, l'air frais de l'intérieur m'a frappé le visage. Maître Laurent m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ce vieil homme était l'ami de 50 ans de ma grand-tante Zineb et le seul à connaître tous les secrets de la famille. Bienvenue, Fatima, dit-il en montrant le dossier sur son bureau. Le timing est assez significatif. Hassan vient d'appeler. Il essaie d'obtenir un certificat médical pour obtenir la procuration de ta tante. Je m'assis sur une chaise et posai mon sac sur mes genoux. Peut-il le faire? Maître Laurent sourit. C'est difficile, mais pas impossible, s'il prouve que tu n'es pas saine d'esprit et que tu y nuis à l'entreprise. Il peut demander au tribunal une tutelle provisoire. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a eu un petit accident à l'usine aujourd'hui. La nouvelle se répandait rapidement. Hassan jouait non seulement au sein de l'usine, mais aussi devant la justice. Il prévoyait de me criminaliser et de me retirer mon autorité de tutelle. C'était intelligent, diabolique, mais intelligent. J'ai des preuves, dis-je. Les preuves matérielles des olives volées, des fausses factures. Oh, maître Laurent secoua la tête. Cela ne suffit pas, ma fille. Ce ne sont que tes déclarations. Ils diront que c'est perdu, qu'il s'agit d'une erreur. Il nous faut quelque chose de plus important, quelque chose qui les prendra en flagrant délit, quelque chose d'incontestable. Et nous devons le trouver avant l'Assemblée générale de vendredi prochain. Sinon, ils vendront l'usine et tu te retrouveras avec tes papiers. Je n'avais que 6 jours. En 6 jours, je devais à la fois me disculper, prouver la corruption de Hassan et rassembler les forces nécessaires pour empêcher la vente. Il y a un moyen, dit maître Laurent en baissant la voix. Mais c'est dangereux. Le projet d'accord préliminaire avec PureClean. Si tu peux mettre la main sur ce projet, tu y trouveras la corruption sous forme de frais de consultation qui sera versé sur le compte personnel d'Hassan. C'est un crime contre les actionnaires et cela annulerait immédiatement la tutelle. Où peut se trouver ce projet? Demandai-je. Pas dans le coffre-fort de Hassan, répondit Laurent. Il n'est pas assez stupide pour ça. Mais sa maîtresse, enfin sa directrice des relations publiques, Céline, cette femme garde une copie de tout par mesure de sécurité. D'après ce que j'ai entendu, Hassan invoquerait le contrat de mariage pour ne pas lui verser de pension alimentaire en cas de divorce. Céline voudra se protéger. Mes yeux se sont mis à briller, l'ennemi de mon ennemi, la maîtresse de Hassan, Céline. Cette femme qui me toise chaque fois qu'elle me voit, qui se pavane au bras de mon mari lors des réceptions. Était-elle désormais la clé de mon problème? Je dois lui parler, dis-je en me levant. Maître Laurent m'a regardé avec inquiétude. Fatima, cette femme a détruit votre foyer. Collaborez avec elle. Pouvez-vous le supporter? Je passai mon sac à bandoulière et me dirigeai vers la porte. Mon visage arborait cette expression glaciale qui effrayait les Hassan. Maître, dis-je, mon foyer ne s'est pas effondré lorsque cette femme s'est glissée dans le lit de Hassan. Mon foyer s'est effondré lorsque Hassan a cessé de me respecter. Aujourd'hui, je ne cherche pas à reconstruire un foyer. Je veux que la cheminée de cette usine fume. Et si pour cela je dois danser avec le diable? J'ai ouvert la porte. Le soleil de Marseille m'a de nouveau frappé le visage.
C'est moi qui choisirai la musique de cette danse. Lorsque je suis sortie dans la rue, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai ouvert le message. Il n'y avait qu'une une photo prise devant l'école de mes enfants. Et en dessous, une petite note. Sois intelligente, sinon tu ne perdras pas seulement ton travail. Mes mains et mes pieds se sont glacés. Ce n'était pas un avertissement, c'était une déclaration de guerre. Et ils allaient apprendre à leurs dépens que menacer une mère avec ses enfants, c'était comme prendre une bombe à main dans ses bras. La photo sur l'écran de mon téléphone, mes enfants jouaient innocemment dans la cour de leur école. Et ce message de menace, sois raisonnable. On entendait samedi ou samba matin. Pendant un instant, la rue bondée de Marseille est devenue silencieuse. Les klaxons des voitures, les conversations des gens ont disparu. Il ne restait plus que le battement de mon cœur dans mes oreilles. La peur m'a serré la gorge comme une main glaciale. Ils avaient frappé une mère là où elle était le plus vulnérable. Mais Hassan et sa noble famille avaient oublié une chose. Je n'avais pas grandi dans leur villa protégée. J'avais grandi dans les quartiers difficiles du nord de Marseille, les quartiers nord. Là-bas, les menaces ne nous intimidaient pas, elles nous endurcissaient. Avec mes doigts tremblants, j'ai immédiatement composé le plus ancien numéro de mon répertoire. Mehdi, mon frère. Allô Fatima? Sa voix était inquiète. Je ne l'aurais pas appelé à cette heure-là. Mehdi, dis-je en essayant de contrôler le tremblement de ma voix, va à l'école, prends les enfants, ne les ramène pas à la maison, emmène-les chez toi, ne dis à personne où ils sont, même pas à ma mère. Et Mehdi, garde ce maudit trésor sur toi. Mehdi n'a pas posé de questions. N'aie pas peur, a-t-il simplement dit. Sa voix était comme le mur protecteur de mon enfance. Ils devront d'abord me passer sur le corps avant de toucher à mes neveux. Je m'en occupe. Lorsque je raccrochai le téléphone, la main glacée qui serrait ma gorge se relâcha. Les enfants étaient en sécurité. Tant que Mehdi était là, même l'armée de Dieu ne pourrait les emporter. C'était maintenant à mon tour d'agir. La peur avait disparu. Elle avait laissé place à une colère pure et distillée. Hassan voulait la guerre, n'est-ce pas? Une guerre sans règles, une guerre sale. Très bien. S'il s'en prenait à mes enfants, je m'en prendrais à son avenir. Je changeai de cap. Je m'éloignai du bureau du notaire et me dirigeai vers la luxueuse rue commerçante rue Paradis. Mon objectif était clair, le café de la mode, l'endroit où Céline passait tous ses mardis après-midi à boire du champagne et à bavarder avec ses amis sous le prétexte d'une réunion relations publiques. Maître Laurent avait raison, j'allais danser avec le diable. Lorsque je franchis la porte vitrée du café, l'odeur du parfum et des croissants fraîchement cuits me donna la nausée. Je n'étais pas dans mon élément. Avec ma robe grise toute simple et mon visage fatigué et sans maquillage, j'avais l'air d'une tache parmi ces poupées sophistiquées. Céline était assise à la meilleure table, près de la fenêtre. Elle portait un tailleur blanc immaculé et la bague en diamant que mon mari lui avait offerte. Elle riait et levait son verre. Elle était heureuse. Elle était heureuse dans le château qu'elle avait construit sur mes ruines. Je m'approchai de sa table. C'est son amie qui me remarqua la première. Ses yeux s'écarquillèrent. Céline tourna la tête et, lorsqu'elle me vit, son sourire se figea sur son visage. Fatima, dit-elle. Sa voix n'était nerveuse, mais elle essayait de garder son sang-froid. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils cherchent une femme de ménage. Les femmes à la table ont gloussé. Autrefois, cette tentative de dénigrement m'aurait embarrassée. Aujourd'hui, elle me semblait simplement pitoyable. Je tirai une chaise et m'assis à la table, où je n'étais pas invitée, juste en face d'elle. Dis au revoir à tes amis, Céline, dis-je. Ma voix était si calme que les rires à la table s'arrêtèrent net. Nous avons des choses à discuter. Je n'ai rien à te dire, répondit Céline en prenant son sac et en se levant. Hassan m'a tout raconté. Tu es fou. Tu as attaqué l'entreprise. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Je me suis penchée vers elle et lui ai murmuré à l'oreille, dans un murmure qu'elle seule pouvait entendre. Tu peux appeler la sécurité. Mais alors, je ne pourrais pas te raconter comment Hassan t'a escroqué, comment il a pris les 12 millions d'euros et s'est enfui en Amérique du Sud, te laissant ici sans le sou, avec l'étiquette de pommetresse. L'expression arrogante dans ses yeux s'est effacée un instant. Qu'est-ce que tu racontes? Dis à tes amis de partir, ai-je dit en me calant dans mon siège. Céline fit un signe nerveux à ses amis. Ceux qui étaient à table s'éloignèrent en chuchotant et en me lançant des regards noirs. Une fois seule, Céline se mit sur la défensive. Hassan m'aime. Nous allons nous marier.
Tu n'es qu'une femme jalouse et abandonnée. Je sortis de mon sac le petit bout de papier que maître Laurent m'avait donné. Il ne comportait que quelques chiffres et des termes juridiques. Vous allez vous marier, dis-tu dis-je en souriant. T'a-t-il parlé de la clause de séparation de biens, du contrat de mariage, ou du fait que l'argent provenant de la vente de l'entreprise serait transféré sur ce compte secret au Panama? Ce compte est au nom de Céline, qui est seule habilitée à le gérer. Et cette signature n'est pas la tienne. Le visage de Céline est devenu livide. Tu mens. Il m'a parlé. Il m'a parlé d'un compte joint. Il m'a dit qu'on allait acheter une maison à Paris. Une maison à Paris? J'ai éclaté de rire. C'était un rire amer. Hassan déteste Paris. Il n'y emmène que ses maîtresses. Écoute, Céline, je ne suis pas ton amie. Je te déteste. Tu as détruit mon foyer. Mais pour l'instant, nous sommes dans le même bateau et le capitaine s'apprête à le couler pour s'enfuir dans un canot de sauvetage. Si vous avez un ennemi dans la vie, la meilleure façon de le vaincre n'est parfois pas de le combattre, mais de lui montrer un ennemi plus grand. Lorsque leurs intérêts sont menacés, les gens sont prêts à s'allier même avec ceux qu'ils détestent le plus. C'est ce qu'on appelle un partenariat stratégique. Avez-vous déjà dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami dans votre vie? Partagez ce moment avec moi dans les commentaires. Céline tendit la main tremblante vers la coupe de champagne, mais ne but pas. Que veux-tu de moi? Le projet d'accord Pure Clean, ai-je répondu clairement. Le document qui prouve que Hassan a demandé que le pot de vin, c'est-à-dire les frais de consultation, soit versé sur son compte personnel. Je sais que tu l'as. Tu en as pris une copie pour te couvrir. Céline se tut. Son regard erra sur la table. Elle réfléchissait. Elle était tiraillée entre son amour pour Hassan et son amour pour l'argent. Et je savais que l'argent l'emporterait. Que se passera-t-il si tu me donnes ce document? Demanda-t-elle d'une voix étouffée. J'arrêterai la vente, répondis-je. L'usine restera. Hassan perdra sa tutelle, et toi, tu regarderas Hassan faire faillite et tu te diras heureusement que je ne suis pas montée à bord de ce bateau. Tu perdras peut-être l'amour, mais au moins, tu n'auras pas l'air idiote. Céline prit une profonde inspiration. La petite fille gâtée avait disparu de son regard, remplacée par une femme calculatrice. Le document n'est pas ici, dit-elle, il est dans l'appartement que Hassan occupe, dans le coffre-fort. Tu connais le code? Je le connaissais, dit-elle avec hésitation. C'était ma date de naissance, mais il m'a dit qu'il l'avait changé la semaine dernière. Pour des raisons de sécurité, a-t-il dit. Merde. Hassan était plus paranoïaque que je ne le pensais. Mais, dit Céline, une lueur malicieuse dans les yeux, il n'y a pas de caméra cachée dans la pièce où se trouve le coffre-fort. Et j'ai fait faire un double de la clé du coffre-fort en prenant son empreinte pendant qu'il dormait. Le code ne suffit pas, il faut aussi la clé. J'ai la clé. Mais le code? Le mot de passe est toujours la chose la plus simple, dis-je en pensant à Hassan. Les mots de passe des égoïstes ont trait à eux-mêmes, leur date de naissance, la plaque d'immatriculation de leur première voiture ou... Je m'interrompis. Je repensais à ce moment dans l'usine, quand Hassan était entré dans la pièce et m'avait crié « C'est mon héritage !» Ou leur plus grande obsession, ai-je ajouté. L'année de création de l'usine. 1924. Céline secoua la tête. C'est trop simple, Hassan ne ferait pas ça. Hassan est un homme simple, Céline. C'est parce que nous le croyons compliqué que nous en sommes là. Ce soir, nous entrerons dans cet appartement. Ce soir? Céline m'a regardée avec horreur. Hassan sera là ce soir. Il organise un dîner privé pour les dirigeants de Pure Clean. Ah non? C'était encore mieux. Parfait, dis-je en me levant. Parce que nous allons nous aussi participer à ce dîner en tant qu'invités surprise, mais pas par la porte. Je me penchai vers Céline. Par l'entrée de service que tu connais. Tu me feras entrer. J'irai jusqu'à la caisse. Et dès que j'aurai ce document, le royaume de Hassan s'écroulera. Céline sourit. Cette fois, c'était un vrai sourire, le sourire d'une complice dangereuse. D'accord, dit-elle, mais j'ai une condition. Quand Hassan sera arrêté, je veux voir son visage. Marché conclu, dis-je, et je m'éloignai de la table sans lui serrer la main. Quand je sortis, la nuit commençait à tomber. Le vent de Marseille, le Mistral, soufflait fort. Il ébouriffait mes cheveux, mes enfants étaient en sécurité, mon ennemi était devenu mon allié, et j'étais sur le point de commettre le plus grand vol de ma vie. J'allais récupérer ma maison, mon héritage.
La célèbre route côtière de Marseille, la Corniche, prend une toute autre identité la nuit. La mer d'un bleu azur que les touristes photographient pendant la journée se transforme la nuit en un précipice sombre et silencieux. La luxueuse résidence que Hassan louait pour ses réunions de travail se trouvait juste au bord de ce précipice. La vue valait des millions, mais les négociations qui s'y déroulaient ne valaient pas un clou. Il était 21h30. Nous avons retrouvé Céline à la porte arrière de la résidence. Elle avait retiré son élégant tailleur blanc et enfilé une robe noire. Ses mains tremblaient. Le code du monte chargé Zezgoboil, murmura-t-elle. Ils ne l'ont pas changé pour que la société de restauration puisse entrer et sortir facilement. Hassan aime la sécurité, mais il n'aime pas faire de compromis sur le confort. Lorsque nous sommes entrés dans l'ascenseur, j'ai regardé notre reflet sur les parois métalliques. Elle, la maîtresse qui avait volé son mari. Moi, l'épouse ignorée par son mari. Nous étions toutes les deux victimes du même homme, et nous étions désormais unis pour le détruire. Quand nous serons arrivés, dis-je en me tournant vers Céline, va directement dans le salon, sert le champagne, rit, attire l'attention. Hassan ne doit voir que toi. L'ascenseur s'est arrêté au 12e étage. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai été frappée par la musique jazz et le tintement des verres en cristal qui provenaient de l'intérieur. Le couloir sentait le cigare cher. Cette odeur était celle de la victoire de Hassan. Il recevait les dirigeants de Pure Clean. Céline prit une profonde inspiration et se glissa dans le salon. Je restai dans l'ombre et me dirigeai vers la chambre à coucher à l'autre bout du couloir. J'entendais la voix de Hassan dans le salon. Son rire fort, assuré et faux. Ne vous inquiétez pas, messieurs, disait-il, le fait que l'usine soit ancienne est un avantage. Vous pouvez utiliser l'argument du patrimoine historique dans votre marketing. Mais la production, nous la transférerons vers vos usines en Asie. Personne ne regarde où le savon est fabriqué, tout le monde regarde seulement la mention Marseille sur l'emballage. Ces mots m'ont donné un coup au cœur. Ils ne voyaient, dans cet atelier construit par mes grands-parents et mon père, chaque brique imprégnée de leur sueur, qu'une simple étiquette. J'ai ouvert doucement la porte de la chambre. Il faisait sombre à l'intérieur, seule la lumière des réverbères filtrait à travers les rideaux. En entrant dans la pièce, j'ai senti un parfum féminin qui m'était inconnu. Ce n'était pas celui de Céline. Hassan était infidèle, même dans son infidélité. Je me dirigeai vers le coffre-fort caché derrière le mur. Je sortis la clé que Céline m'avait donnée. Elle s'adaptait parfaitement à la serrure. Venait maintenant la partie la plus risquée, le code. Si je me trompais, l'alarme silencieuse se déclencherait et les agents de sécurité seraient là en quelques secondes. Ma main se posa sur le clavier. 1, 9, 2, 4. J'ai retenu mon souffle. Bip. Le voyant vert s'est allumé. J'eus envie de rire hystériquement. Hassan était tellement égoïste qu'il avait utilisé l'année de création de l'héritage qu'il essayait de détruire comme code. Car pour lui, l'usine n'était qu'une propriété qui lui appartenait. J'ai ouvert le lourd couvercle du coffre-fort. Il était plein, des liasses de billets, des boîtes à bijoux, des passeports. Mais ce que je cherchais, c'était un dossier bleu. Il se trouvait tout en bas. Il était marqué PC Mancombidate Sanen de Tum. PC confidentiel. J'ai ouvert le dossier. Et il était là, sous le titre Contrat de service de conseil. Il y avait 2,5 millions d'euros à verser sur le compte personnel de Hassan Bellage en guise de prime à la signature. Et en dessous, la signature de Hassan. Date 2 jours auparavant. Hassan avait donc déjà vendu l'usine avant même que l'Assemblée générale ne l'approuve. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un acte de trahison. Alors que je pliais le document pour le cacher dans ma veste, j'ai entendu des pas dans le couloir. « Viens Hassan, je vais te montrer ma collection privée. » C'était la voix de Hassan, et il se dirigeait vers la porte. Il était accompagné d'une autre personne. Je n'avais nulle part où m'enfuir. La fenêtre? Elle était trop haute. La porte? Ils arrivaient par là. Mon regard s'est posé sur l'immense armoire. Au moment où je me suis précipitée à l'intérieur et où j'ai tiré le volet coulissant, la porte de la chambre s'est ouverte et les lumières se sont allumées. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que Hassan l'entende. Hassan et l'homme que je supposais être le PDG de Pure Clean entrèrent dans la pièce. « J'adore cette vue, Hassan, » a dit l'homme. « Marseille à vos pieds. »« Bientôt, » répondit Hassan en faisant teinter son verre. « Bientôt, ce ne sera plus seulement Marseille, mais le monde entier qui sera à nos pieds. »
Quand je me serai débarrassée de cette vieille usine, je pourrai enfin montrer mon véritable potentiel. Je les observais à travers l'interstice du volet de l'armoire. Hassan s'est dirigé vers le mur où se trouvait le coffre-fort. J'ai retenu mon souffle. Avais-je laissé le coffre-fort ouvert? Non, je l'avais fermé. Mais l'avais-je verrouillé? On dit parfois que la chance sourit aux audacieux. Mais je pense que la chance sourit à ceux qui prêtent attention aux détails. En fermant le coffre-fort, j'avais attendu d'entendre le clic du mécanisme. Je ne m'étais pas précipitée. Cette seconde de patience m'a sauvé la vie. Si vous aussi vous croyez que les détails peuvent sauver des vies, partagez cette vidéo avec vos amis, car le diable se cache dans les détails. Hassan n'a même pas regardé le coffre-fort. Il a pris une boîte de cigares sur l'étagère au-dessus du coffre-fort. Je l'ai fait venir spécialement de Cuba, a-t-il dit. Nous les fumerons après la cérémonie de signature. Et ta femme? Demanda l'homme. Tu avais dit qu'elle allait poser problème lors de la réunion des actionnaires. Hassan a ri. Fatima? Cette pauvre femme est probablement chez elle en train de pleurer et de serrer ses enfants dans ses bras. Je lui ai fait peur. Je lui ai dit que j'allais lui prendre ses enfants. Pour une mère, c'est plus efficace que de lui mettre un pistolet sur la tempe. Elle ne dira rien. Dans le placard, je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Tu te trompes, Hassan, pensai-je. Je ne pleure pas à la maison. Je suis dans ta chambre, en train de préparer ta faim. Retournons dans le salon, dit Hassan. Céline doit s'impatienter. Ils éteignirent les lumières et s'allaient sortir. Dès que la porte se referma, je sortis du placard. Mes jambes tremblaient, mais pas de peur, de rage. Je ne me souviens pas comment j'ai atteint l'ascenseur de service, ni comment j'ai quitté l'immeuble. Tout ce dont je me souviens, c'est le vent nocturne qui me fouettait le visage et le poids du dossier que je tenais dans mes mains. En bas, alors que je montais dans le taxi qui m'attendait sous le réverbère, mon téléphone vibra. Un message de Céline. Ils sont partis? Hassan n'a pas vérifié le coffre-fort. Il rit encore. J'espère que ça en valait la peine. Je lui ai répondu. Qu'il continue à rire. On verra bien qui rira le dernier. Quand je suis rentrée à la maison, les enfants dormaient. Mehdi montait la garde, assis dans le salon, son arme à la ceinture. En me voyant, il s'est levé d'un bond. Fatima, tu es pâle comme un linge. Que s'est-il passé? J'ai sorti le dossier bleu de ma veste et l'ai jeté sur la table. Voilà, ai-je dit. Voilà l'arrêt de mort de Hassan. Mehdi ouvrit le dossier, vit les chiffres et siffla. Bon sang, cet homme n'est pas seulement un voleur, il est aussi stupide. Maintenant, ai-je dit en allant me servir un verre d'eau dans la cuisine, passons à la deuxième étape. Laquelle? A demandé Mehdi. J'ai plissé les yeux. Si je remets ce document au tribunal, le procès durera des années. Hassan pourrait s'en sortir. Avec de bons avocats? Non, je ne veux pas seulement qu'il aille en prison. Que veux-tu alors? Je veux qu'il soit humilié, ai-je répondu. Je veux que sa réputation, à laquelle il tient tant, soit détruite, devant tout le monde, en direct. Demain, c'est vendredi, le jour de l'Assemblée générale. Hassan pense qu'il va signer l'acte de sa vie, mais la seule signature qu'il apposera sera celle de sa propre faillite. Et moi, je n'assisterai pas à cette réunion en tant que simple actionnaire. J'y assisterai en tant que nouveau propriétaire de la maison Bellage. Vendredi matin, le soleil s'est levé sur Marseille, plus brillant que jamais, mais tout aussi impitoyable. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une page du calendrier qui allait changer. Aujourd'hui, l'histoire de la maison Bellage allait être réécrite. J'étais devant le miroir. Mais cette fois-ci, la femme abattue, les épaules voûtées, vêtue d'une robe grise, n'était pas là. Je portais un tailleur bleu nuit aux lignes épurées. J'avais laissé mes cheveux ondulés et libres, sans les attacher. Sur mes lèvres, un rouge à lèvres léger mais déterminé. Ce n'était pas du maquillage, c'était une peinture de guerre. Ma mère disait toujours « Les gens ne savent pas ce que tu ressens, ma fille. Ils ne savent que ce que tu es. Si tu marches comme une reine, personne ne remarquera que tu n'as pas de couronne. » En sortant de la maison, Mehdi m'attendait à la porte. Le renflement à sa taille était visible sous sa veste, mais aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin d'armes. Aujourd'hui, notre plus grande arme était le dossier bleu que je tenais dans mes mains et la justice dans mon cœur. « Tu es prête ?» m'a-t-il demandé. « Je suis prête depuis ma naissance. Mon frère ?» ai-je répondu. La vraie question est, sont-ils prêts? Nous sommes arrivés à l'usine à 8h45. L'assemblée générale devait commencer à 9h30.
Lorsque je suis descendue de la voiture, la scène qui s'offrait à moi m'allait nouer la gorge. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant l'immense porte en fer de l'usine. Il n'y avait pas que les ouvriers, mais aussi leurs familles, leurs enfants, les habitants du quartier. La nouvelle s'était répandue. Les murmures, l'usine est vendue, tout le monde va se retrouver au chômage, avaient plongé le quartier dans une atmosphère de deuil. Les femmes pleuraient, les hommes fumaient avec colère et crachaient par terre. Quand ils m'ont vu, un murmure s'est élevé, mais cette fois, ce murmure était différent. Avant, ils me regardaient avec distance comme la femme du patron. Maintenant, ils me regardaient en pensant: elle est comme nous, elle aussi a été licenciée. Je me frayais un chemin à travers la foule pour me diriger vers la porte. Pierre, le gardien, les yeux rougis, tenta de m'arrêter. Madame Fatima, Monsieur Hassan a donné un ordre formel. Vous n'avez pas le droit d'entrer. J'ai regardé Pierre dans les yeux. J'y ai vu le désespoir, la peur pour sa femme malade qui l'attendait à la maison. Pierre, ai-je dit en posant ma main sur son épaule, aujourd'hui tu n'ouvriras pas cette porte pour Hassan, mais pour ces gens. Si tu ne me laisses pas entrer maintenant, cette usine ne produira plus jamais de savon. Mais si tu me laisses entrer, je te promets que personne ne perdra son emploi. Pierre trembla, il regarda la foule derrière lui, puis il me regarda, et pour la première fois de sa vie, il obéit à sa conscience plutôt qu'aux ordres de son patron. Il appuya sur le bouton, la porte en fer s'ouvrit dans un grand bruit. En entrant, je me suis retournée vers la foule derrière moi. Écoutez, ai-je crié. Ma voix a résonné dans la cour de l'usine. Aujourd'hui, ils ne vous diront pas de rentrer chez vous. Aujourd'hui, ils vous diront que c'est fini. Mais moi, je vous dis, ne partez pas. Attendez ici, ne quittez pas le seuil de cette porte, car lorsque la réunion à l'intérieur sera terminée, la décision qui en ressortira ne sera pas seulement sur le papier. C'est vous qui approuverez cette décision. Il y eut un moment de silence. Puis, au premier rang, une vieille ouvrière, Fatma Teizé, qui porte le même prénom que moi, ajusta son foulard et s'écria: nous attendrons, ma fille, nous attendrons pour toi. Le leadership n'est pas un titre, mes amis. Le leadership, c'est être capable de donner aux gens quelque chose en quoi croire lorsqu'ils sombrent dans le désespoir. Si vous voulez être l'espoir de quelqu'un dans votre vie, n'ayez pas peur d'assumer cette responsabilité, car le véritable pouvoir se révèle lorsque vous donnez de la force aux autres. En marchant vers le bâtiment administratif, le bruit de mes pas résonnait sur le sol en marbre. Je ne pouvais plus me cacher. Il n'y avait pas d'ascenseur de service. Je suis entrée par l'entrée principale, la tête haute. La réceptionniste dans le hall a laissé tomber le téléphone qu'elle tenait à la main en me voyant. Les chuchotements ont commencé. C'est lui? Qu'est-ce qu'il porte? Hassan Bey ne l'avait-il pas licencié? Je m'en fichais. Je me dirigeais vers l'ascenseur. Alors que j'allais appuyer sur le bouton, j'entendis une voix familière et moqueuse à côté de moi. Oh là là! Tu es venue à un enterrement, ma belle? Le noir te va très bien. Rachid, le frère parasite de mon mari. Un café à la main, un sourire dégoûtant sur le visage. Je me suis tournée vers lui. Je l'ai regardé de haut en bas. Oui, Rachid, ai-je dit calmement. Je suis venue à un enterrement, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas moi qui vais être enterrée, ce sont tes rêves de voiture de ceinture de luxe. Le sourire de Rachid s'est effacé. Qu'est-ce que tu racontes? Les signatures vont être apposées d'ici peu et tu vas être mis à la porte. Si mon frère apprend que tu es entré, dis-le à ton frère, ai-je répondu alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrait. Les invités, comment en t'a arrivé? Que le spectacle commence. Même le visage stupéfait de Rachid, alors que la porte de l'ascenseur se refermait, fut ma première victoire de la journée. 3. Lorsque je suis arrivée à l'étage de la direction, j'ai aperçu Maître Laurent au bout du couloir. Il était accompagné de 2 personnes, un jeune stagiaire et un homme à l'air sévère qui tenait un grand porte-documents. Maître Laurent m'a souri en me voyant. Il m'a prise par le bras avec une tendresse paternelle. « Tu es prête, ma fille ?»« J'ai le dossier avec moi, ai-je répondu en tapotant mon sac. « Et la procuration de la grande-tante ?»« Elle est là, a répondu Laurent en montrant son propre sac. « Et le monsieur à côté de nous est un observateur indépendant du barreau de Marseille. Il veillera à ce que tout ce qui se passe ici aujourd'hui soit enregistré légalement. Hassan ne pourra pas étouffer l'affaire en la qualifiant de « problème familial ». Nous arrivâmes devant l'immense porte en acajou de la salle de réunion. Des bruits provenaient de l'intérieur, le rire du PDG de Purclean, la voix assurée de Hassan. « Mettez le champagne au frais, nous allons bientôt faire la fête. »
Maître Laurent m'a regardé. Une fois que nous serons entrés, il n'y aura plus de retour en arrière, Fatima. Une grande tempête va éclater. C'est. J'ai pris une profonde inspiration. Cette odeur de savon, l'odeur de mon enfance, de mes ancêtres, m'est venue au nez. Que la tempête éclate, maître, ai-je dit. De toute façon, pour faire le ménage, il faut d'abord mettre le désordre. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Le métal froid était dans ma paume. À l'intérieur se trouvaient mon mari, sa maîtresse, ma belle-mère et les bourreaux de l'usine. À l'extérieur, des centaines de personnes avaient placé leurs espoirs en moi. J'ai lentement abaissé la poignée et poussé la porte avec force. La porte s'est ouverte en heurtant le mur. Toutes les têtes à l'intérieur se sont tournées vers nous en même temps. Le verre que Hassan tenait à la main est resté suspendu dans les airs. Le sourire sur le visage de Madame Yvette s'est figé. Et j'ai fait un pas vers le centre de la pièce. Bonjour, messieurs, mesdames, ai-je dit. Ma voix a rempli la pièce. Je vois que vous avez commencé sans moi, mais ne vous inquiétez pas, le vrai patron est arrivé. Ce silence au milieu de la pièce, ce silence était la première note de la victoire. Ce silence au milieu de la pièce était le signe avant-coureur d'une tempête imminente. Le visage de Hassan est d'abord devenu blanc comme un linge, puis il a pris la teinte rouge foncée de la colère. Il a repoussé sa chaise bruyamment et s'est levé d'un bond. Vous, comment osez-vous entrer ici cria-t-il. Sa voix était si forte que les verres en cristal sur la table en tremblèrent. Sécurité, Pierre! Où est ce fichu type? Jetez cette femme dehors. Je souris. Pierre ne viendra pas, Hassan, dis-je calmement en me dirigeant vers le bout de la table qui était libre. Pierre est dehors en ce moment, avec ses travailleurs sans valeur que tu essaies de renvoyer pour protéger leur vrai patron. Hassan fit mine de s'avancer vers moi, mais maître Laurent et le grand observateur à ses côtés se dressèrent devant lui comme un mur. Restez où vous êtes, monsieur Bellage, dit Laurent d'une voix aussi dure que le marteau d'un juge. Si vous faites un pas de plus vers ma cliente, cette réunion passera du statut de réunion du conseil d'administration à celui de procès pénal. Ma cliente? Madame Yvette agitait son éventail d'une main tremblante. Cette femme ne peut pas être votre cliente, Laurent. C'est une bonne à rien sans le sou. Une parasite qui vit à nos crochets. Maître Laurent posa son célèbre sac en cuir sur la table. Le bruit du clic résonna dans la pièce. Il sortit du sac un épais dossier portant le sceau de la République française. Permettez-moi de vous corriger, Madame Yvette, dit Laurent en faisant glisser le dossier au milieu de la table. La personne qui se tient devant vous, Fatima Bellage, est actuellement l'unique représentante légale et détentrice des droits de vote de 51% des actions de la maison Bellage. L'air de la pièce sembla se vider d'un coup. Le PDG de Pure Clean desserra sa cravate et demanda « Qu'est-ce que cela signifie? On nous avait dit que la famille était unanime. » Hassan s'écria « Mensonge !» Il saisit le dossier et tenta de l'ouvrir, mais ses mains tremblaient tellement qu'il fit tomber les papiers. « Ma tante est sénile, elle n'a pas toute sa tête. Cette procuration n'est pas valable, Fatima l'a trompée. » Je tirai une chaise et m'assis lentement. Je croisai les jambes, je joignis les mains sur la table. « Tante Zineb va très bien, Hassan, » dis-je en la regardant dans les yeux. Elle te passe même le bonjour. Elle m'a dit « Son père a transporté le mortier pour construire l'usine, mais son petit-fils vend son âme en vendant l'usine. Dis-lui que mon héritage ne reviendra pas à des voleurs. » Yvette a poussé un cri. « Tu ne peux pas voir cette femme. Elle est dans une clinique fermée à Lyon. » « La technologie de visioconférence est formidable, n'est-ce pas, maman ?» dis-je avec une douceur moqueuse. Elle a tout approuvé devant notaire la semaine dernière. Je suis donc la personne la plus puissante à cette table. Et quel était le sujet à l'ordre du jour? La vente? Je me suis tournée vers le PDG de Pure Clean. Son visage exprimait le dégoût et la confusion. « Monsieur, ai-je dit, votre offre était de 12 millions d'euros, n'est-ce pas ?» L'homme a hoché la tête. « Elle est refusée, ai-je dit. Cette usine n'est pas à vendre, ni aujourd'hui, ni demain. » Hassan a tapé du poing sur la table. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons signé un protocole préliminaire. Il y a des frais de résiliation. Vous conduisez l'entreprise à la faillite. » En faillite, j'ai sorti de mon sac le dossier bleu, le certificat de décès que j'avais volé dans la chambre la nuit précédente. Est-ce moi qui mène l'entreprise à la faillite, Hassan?
Ou est-ce plutôt les 2 à 5 millions d'euros de aux frais de consultation secrets que vous avez demandé à verser sur votre compte personnel plutôt que dans la caisse de l'entreprise? Je jetai le dossier bleu sur la table, juste devant le PDG de PureClean. Lisez, dis-je. Le PDG ouvrit le dossier. À mesure qu'il tournait les pages, son visage se déformait. Quand il vit la signature sur la dernière page, il leva la tête et regarda Hassan. Ce regard n'était pas celui d'un partenaire commercial, mais celui d'un procureur. Vous nous avez dit. Vous nous avez dit que cet argent servirait à faire taire les syndicats, dit le PDG d'une voix glaciale. Sur votre compte personnel? Hassan balbutiait. Je peux vous expliquer. C'est. C'est juste un arrangement fiscal. C'est de la fraude, s'écria le PDG en se levant. Et nous sommes une entreprise internationale, monsieur Bellage. Nous ne pouvons pas être impliqués dans des scandales de corruption. Cet accord est annulé, immédiatement. Hassan s'écria. Non, attendez, et tenta de courir après l'homme, mais maître Laurent lui barra le chemin. Restez assis, Hassan, dit Laurent. Nous n'avons pas encore fini. Les tyrans n'apparaissent dans le miroir géant que tant que vous avez peur, mes amis. Dès l'instant où vous cessez d'avoir peur, vous voyez à quel point ils sont petits et misérables, tout comme le garçon peureux que je vois en Hassan en ce moment. Si vous aussi vous avez dit « ça suffit » aux tyrans de votre vie, aimez cette vidéo, car cette victoire est la nôtre à tous. Lorsque la délégation de PureClean a quitté la salle, elle a laissé derrière elle un véritable chaos. Madame Yvette s'est effondrée sur sa chaise en gémissant « C'est fini, nous sommes ridiculisés devant la haute société ». Hassan, quant à lui, était appuyé contre la table et me regardait, haletant. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement de la peur. « Toi, murmura-t-il, qu'as-tu fait, Fatima? Tu nous as détruits. » Je me suis levée, j'avais l'impression d'avoir grandi de 2 mètres. « Je ne vous ai pas ruiné, Hassan, ai-je dit. J'ai simplement mis en lumière le gouffre dans lequel vous vous êtes vous-même précipité. » Je me dirigeai vers la porte. La main sur la poignée, je m'arrêtai et les regardai par-dessus mon épaule. Au fait, dis-je, la réunion n'est pas terminée. Ce n'était que le premier point, à l'ordre du jour. Passons maintenant au deuxième, la restructuration du conseil d'administration. Quoi? S'est exclamé Hassan, stupéfait. Tu entends ces gens dehors, Hassan? Par la fenêtre, on entendait les slogans des ouvriers. Bel âge est à nous. Il restera à nous. Ces gens attendent que leur nouveau directeur général, ai-je dit. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas toi. J'ai ouvert la porte. Rassemblez-vous, ai-je dit aux agents de sécurité dans le couloir. Il y a quelques personnes à l'intérieur que nous devons licencier. La partie était terminée, échec et mat. Une fois les dirigeants de PureClean sortis de la pièce, le silence qui régnait n'était plus celui qui précède la tempête, mais celui d'un champ de ruines. Hassan était affalé sur sa chaise, tirant sur sa cravate. Leur respiration étaient les seuls sons dans la pièce. Rachid était recroquevillé dans un coin comme un petit enfant. Madame Yvette, sous le choc, était figée, serrant fermement son éventail dans ses mains. Maître Laurent sortit une autre feuille du dossier posé devant lui. Conformément à l'article 352 du Code de commerce français et au statut de la société, commença-t-il à lire d'une voix aussi tranchante que la hache d'un bourreau. Accusés d'avoir détourné les actifs de la société, trompé les actionnaires et abusé de leurs fonctions, le directeur général Hassan Bellage et le directeur des achats Rachid Bellage sont démis de leurs fonctions, sans indemnité et avec effet immédiat. Hassan leva la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. « Vous ne pouvez pas me licencier, rugit-il. C'est mon usine, elle m'a été léguée par mon père. Ton père a bâti cette usine avec honnêteté, Hassan, lui dis-je en le regardant par-dessus la table. Toi, tu l'as transformée en table de jeu. Et tu as perdu. J'ouvris la porte et fis signe aux agents de sécurité qui attendaient dans le couloir. Pierre, entre. Pierre et les 2 agents de sécurité qui l'accompagnaient entrèrent dans la pièce. Le visage de Pierre affichait une expression de satisfaction qu'il avait réprimée pendant des années. Il ne regardait plus son patron, mais un voleur. Accompagnez ces messieurs jusqu'à la sortie, ai-je dit. Ils ne seront pas autorisés à récupérer leurs effets personnels. Leurs bureaux seront scellés. Qu'ils laissent dans les clés de leur voiture sur la table, car ces voitures sont enregistrées au nom de l'entreprise. « Attends, Rachid s'écria. « Vous ne pouvez pas prendre ma voiture. C'est moi qui paye les mensualités. » L'un des agents de sécurité prit Rachid par le bras.
Marchez, monsieur Rachid, ne faites pas d'histoire. Hassan se leva, il voulut faire un dernier geste vers moi, mais Pierre s'interposa de tout son poids. Je vous en prie, monsieur, dit Pierre. Sa voix était respectueuse, mais son attitude était inflexible. Ne vous humiliez pas davantage. Hassan me regarda. Son regard exprimait la haine, le désespoir et l'incrédulité. Tu vas le payer, Fatima, dit-il en sifflant. Quand je rentrerai à la maison, je l'interrompis. Quelle maison, Hassan? La villa dont le titre de propriété appartient à l'entreprise et pour laquelle j'ai demandé l'expulsion ou la résidence hypothéquée? Tu n'as plus de maison où retourner. Le visage de Hassan devint livide. À cet instant, il comprit l'ampleur du coup qui lui avait été porté. Il n'avait pas seulement perdu son travail, mais aussi sa vie. Les agents de sécurité les ont pris par les bras et les ont fait sortir. Dans le couloir, les cris de Hassan résonnaient. Je suis Hassan Bellage. Vous ne pouvez pas me toucher. Je me suis tournée vers Madame Yvette, assise silencieusement sur le siège arrière. La vieille femme, le maquillage coulant, l'air abattu, me regardait. Et moi demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tu vas aussi jeter ta mère à la rue? Je me suis approchée d'elle. J'ai cherché en moi un sentiment de pitié, mais je ne l'ai pas trouvé, car cette femme était celle qui avait dit elle était déjà incompétente lorsque j'avais fait une fausse couche. Cette femme était celle qui invitait la maîtresse de son fils au repas de famille. Vous n'êtes pas ma mère, madame, lui dis-je. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous mettre à la rue. J'ai réservé une chambre pour vous dans la maison de retraite où réside ma tante Zineb. Peut-être que là-bas, en partageant la chambre de cette femme que vous avez oubliée depuis des années, vous pourrez enfin faire face à votre conscience. Yvette se mit à sangloter, mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de confort perdu. Maître, dis-je, accompagnez madame jusqu'à sa voiture. Le chauffeur la conduira à sa nouvelle maison. Quand tout le monde fut parti, je restai seule dans le bureau. Je m'approchai de la fenêtre et entr'ouvris le rideau. En bas, dans la cour de l'usine, un moment historique était en train de se dérouler. Hassan et Rachid avaient été escortés hors du bâtiment par les agents de sécurité. Les centaines d'ouvriers présents dans la cour se sont tus en les voyant. Les slogans ont cessé. Seul le bruit du vent se faisait entendre. Hassan devait traverser cette foule, ces gens qu'il appelait la racaille. Il essayait de garder la tête haute, mais ses épaules étaient affaissées. Les ouvriers regardaient maintenant avec pitié cet homme qu'ils craignaient autrefois. Personne ne l'a hué, personne ne l'a insulté. Ils se sont contentés de le regarder, et ses regards silencieux étaient plus lourds que des milliers d'insultes. C'est ce qu'on appelle une attitude honorable, mes amis. Quand votre ennemi est à terre, ne lui donnez pas de coups de pied. Contentez-vous de passer votre chemin. Votre silence étouffera toujours leur bruit. Lorsque Hassan fut jeté dehors par la porte en fer, celle-ci se referma, bruyamment derrière lui. À ce moment-là, un grand applaudissement retentit dans la cour. Cet applaudissement était pour moi. Maître Laurent s'est approché de moi. Félicitations, Madame Bellage. Marseille est nettoyée. J'ai souri. Pas encore, maître. Le véritable nettoyage commence maintenant. Nous allons éliminer cette odeur d'arrogance qui imprègne chaque recoin de cette usine et la remplacer par l'odeur de l'huile d'olive. J'ai ouvert la porte du bureau et j'ai appelé la secrétaire. Prévenez tous les employés, arrêtez la chaîne de production. Je vous attends tous dans la cour, pas dans la salle de réunion. Le nouveau directeur général va leur parler. En descendant les escaliers, je ressentais une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Je n'étais plus Fatima, je n'étais plus elle. J'étais le cœur de Marseille, et mon cœur battait non pas de vengeance mais d'espoir. À l'exception d'une personne, bien sûr, Céline. En regardant la chute de Hassan, savait-elle que son tour allait venir? 3 jours s'étaient écoulés depuis que Hassan et sa famille avaient été renvoyés de l'usine. Il faisait encore chaud à Marseille, mais l'atmosphère étouffante et tendue de l'usine s'était dissipée, laissant place à une douce effervescence. Désormais, lorsque mes talons résonnaient dans les couloirs, les ouvriers ne baissaient plus la tête avec crainte, mais me souriaient en me disant « Bonjour Madame Fatima ». Tôt le matin, assise à la vieille table héritée de mon père, j'examinais les rapports d'audit devant moi. Hassan et Rachid n'avaient pas seulement vidé la caisse de l'usine, ils avaient également tout mis en œuvre pour plonger l'entreprise dans les dettes. Mais ils avaient oublié une chose, le savon nettoie la saleté et un bon comptable démasque le vol. Avec Maître Laurent, nous avons examiné rétrospectivement chaque centime et au cours de cet examen, nous sommes tombés sur un poste de dépense très intéressant.
Frais de marketing et de représentation. Les dépenses figurant sous ce poste n'avaient été consacrées ni à des panneaux publicitaires, ni à des spots télévisés. Des sacs de luxe, des voyages à Paris, des abonnements à des spas et des vêtements achetés dans les boutiques de la rue Saint-Féréol pour des milliers d'euros. Tout cela avait été payé avec une seule carte de crédit, la carte de crédit de l'entreprise, et à la date à laquelle ces dépenses avaient été effectuées, une seule personne utilisait cette carte en tant que directeur des relations publiques. On frappa à la porte. Ma secrétaire entra. Elle avait une expression étrange sur le visage. Madame, vous avez une visite. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit qu'elle ne partira pas sans vous voir, Madame Céline. Je posai lentement mon stylo sur la table. Le moment que j'attendais était arrivé. Faites-la entrer, dis-je. Lorsque Céline entra dans la pièce, elle affichait son assurance habituelle, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. Elle portait à nouveau une robe élégante et coûteuse. Dès qu'elle entra dans la pièce, elle s'assit dans le fauteuil et en face de moi comme si elle était chez elle. Félicitations, dit-elle avec un sourire forcé. J'ai entendu dire que tu avais complètement détruit Hassan. Tout Marseille en parle, il n'oserait même plus sortir dans la rue. Je me suis adossée à ma chaise et je l'ai observé en silence. Ce silence commençait à la mettre mal à l'aise. Eh bien, a-t-il dit avec impatience, je pense que tu me dois des remerciements. C'est moi qui t'ai permis d'ouvrir ce coffre-fort. Sans ce document, tu ne serais pas ici en ce moment. Tu serais chez toi en train de pleurer. Tu as raison, Céline, ai-je répondu calmement. Ce document était la clé. Alors, es-tu venue ici pour me remercier ou pour autre chose? Céline arrangea son sac. Je vais être franche, Fatima. Nous avons conclu un accord. Je t'ai donné Hassan et tu m'as donné ma liberté. Mais la liberté a un prix. Tu as fait bloquer tous les comptes de Hassan. La carte supplémentaire que j'utilisais a également été annulée. Oui, répondis-je, parce que cette carte appartenait à l'entreprise. Cette carte était ma compensation, s'écria Céline. J'ai donné des années de ma vie à cet homme. Je vais me retrouver sans le sou. Je ne te demande pas d'argent, juste une petite commission de conseil. Après tout, j'ai sauvé l'usine. Si l'on considère la valeur de 51% des parts, les 100 000 € que tu vas me donner ne sont que de la petite monnaie pour toi. J'ai eu du mal à ne pas rire. L'impudence des gens dépassait parfois mon imagination. Parfois, les gens pensent qu'une petite bonne action efface toutes les mauvaises actions du passé. C'est ce qu'on appelle le marchandage de conscience. Mais la vie n'est pas un livre de comptes, mes amis. Une bonne action n'efface pas 10 mauvaises actions. Si vous avez déjà rencontré dans votre vie des personnes intéressées qui vous disent « Bon, je t'ai aidé, oublie le passé », laissez un commentaire, parce qu'il est temps de dire stop. J'ai sorti un dossier rouge du tiroir et l'ai poussé vers Céline sur la table. Tu veux 100 000 € lui ai-je demandé. Le montant dans ce dossier est un peu plus élevé, environ 185 000 €. Céline a tendu la main vers le dossier. Qu'est-ce que c'est? Ceci, ai-je répondu, est le détail de tes dépenses personnelles, effectuées au cours des 2 dernières années à partir du budget marketing de l'entreprise. Sacs à main, vacances, bijoux, tout a été déclaré comme des dépenses professionnelles. Selon la législation française, cela relève du délit de détournement de fonds qualifiés. Céline. Et la peine encourue est de 3 à 7 ans de prison. Céline laissa tomber le dossier. Son visage était livide. Mais Hassan m'avait donné son accord. C'était mon petit ami. Hassan n'est plus directeur général, dis-je d'une voix glaciale. Il est désormais accusé. Et toi, si je transmets ce dossier au procureur, tu seras sa complice. Hassan dira en prison. Je n'ai rien fait. C'est lui qui a tout dépensé. Il te trahira, Céline. Tout comme il m'a trahi, tout comme il a trahi sa famille. Tu crois vraiment qu'il te protégera? Céline se mit à trembler. La femme fière et arrogante avait disparu, remplacée par un chat acculé dans un coin. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'as aidé. Nous étions partenaires. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre. J'ai regardé le port de Marseille. Nous n'étions pas partenaires, Céline. Nous étions simplement 2 étrangères voyageant dans le même train. Et mon arrêt est tard d'Archigé. Toi, tu es une passagère clandestine. Je me suis retournée vers elle. J'ai une proposition à te faire. Pas d'argent, pas de compensation, pas de remerciement. Voici mon offre. Tu sors par cette porte et tu pars. Tu quittes Marseille. Peu importe où tu vas, Paris, Nice,
Lyon, je m'en fiche. Mais tu ne prononceras plus jamais le nom de Maison Bellage. Si tu pars, ce dossier rouge restera dans mon tiroir. Mais si tu restes ici et que tu essaies de me soutirer de l'argent, je lui ai montré le téléphone sur la table. Pierre n'est pas à la porte pour le moment, mais le numéro du commissariat est enregistré dans les numéros abrégés. Des larmes coulaient des yeux de Céline. C'était l'image même de la défaite. Elle prit son sac, se leva. Elle me regarda une dernière fois. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement une expression étrange, mélange de peur et de respect. Vous, murmura-t-elle, vous êtes encore plus dangereux que Hassan. Non, répondis-je, j'ai simplement bien étudié ma leçon. Lorsque Céline quitta la pièce, elle referma doucement la porte derrière elle. Je pris une profonde inspiration. Un poids supplémentaire venait de m'être enlevé des épaules. J'avais éliminé mon mari de ma vie. J'avais éliminé sa famille de ma vie. Et maintenant, j'avais éliminé cette femme de ma vie. Je suis retournée à mon bureau, j'ai pris le dossier rouge et je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Le bruit des papiers déchiquetés était la plus belle mélodie de la pièce. Envoyer Céline en prison ne m'apportait rien. Mais savoir qu'elle vivrait dans la peur, cela me suffisait. À ce moment-là, mon téléphone a sonné, l'écran affichait numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? La voix à l'autre bout du film était familière, mais son ton était très différent. Il était rauque, désespéré et furieux. Tu crois que c'est fini, Fatima? C'était Hassan. Tu m'as fait expulser de chez moi. Tu m'as pris ma voiture. Tu as fait fuir ma maîtresse. Mais tu as oublié une chose. Qu'ai-je oublié, Hassan? Ai-je demandé calmement. Le titre de propriété de l'usine, a-t-il répondu en éclatant d'un rire effrayant. Oui, les parts peuvent t'appartenir. La direction peut t'appartenir. Mais le terrain sur lequel se trouve l'usine, ce terrain était la propriété personnelle de mon grand-père. Et, à cause d'une petite erreur dans l'acte de succession, sais-tu à qui appartient encore 25% de ce terrain? Je restai silencieux. Un doute commença à germer dans mon cœur. Pas à mon nom, dit Hassan. J'aimerais bien, mais c'est pire que ça, Fatima. Bien pire. Ces 25% sont au nom de mon oncle Jacques, un joueur invétéré qui est actuellement en prison et qui a désespérément besoin d'argent. Et je viens de parler au directeur de la prison. Jacques s'est prêt à vendre ses parts. À qui? À Purclean. Il raccrocha. Je restai figée, le téléphone à la main. Même en tombant, Hassan essayait de m'entraîner avec lui. Si une partie du terrain de l'usine était vendue, Purclean pourrait devenir partenaire de l'usine, et ce serait le début de la fin. La guerre n'était pas terminée, elle avait simplement changé de front. Et cette fois, mes ennemis étaient un détenu avide d'argent et un ex-mari assoiffé de vengeance. J'ai immédiatement appelé Maître Laurent. Maître, lui ai-je dit, préparez votre sac, nous allons à la prison. La prison des Baumettes, au sud de Marseille, n'a rien à voir avec le visage touristique et scintillant de la ville. Des murs de béton gris, des barbelés et une odeur de désespoir. En franchissant la porte des visiteurs avec Maître Laurent, mon cœur battait à tout rompre sous ma blouse en soie, mais mon visage ne trahissait aucune émotion. Jacques, l'oncle de Hassan, le mouton noir de la famille. Il y a des années, il avait été surpris en train de voler de l'argent dans la caisse de l'entreprise pour rembourser ses dettes de jeu, mais grâce à un accord familial, ses parts avaient été gelées au lieu d'être remises à la police. Mais il s'était ensuite retrouvé ici à cause d'une affaire de chèques sans provision dans laquelle il était impliqué. Et maintenant, le dernier espoir de Hassan résidait dans les 25% de parts foncières que détenait cet homme. On nous a conduites dans la salle de réunion. Au milieu, une table en fer, 2 chaises. Quand Jacques est entré, j'ai été surpris. Je m'attendais à le voir plus abattu, mais la prison semblait lui avoir fait du bien. Ses yeux avaient toujours cette lueur sournoise et calculatrice. Il s'assit en face de moi et sourit. Ses dents étaient jaunies. Eh bien, la petite mariée Fatima, dit-il d'un ton moqueur. Hassan dit que nous te sous-estimons, mais je t'ai toujours admiré. On dit que les chevaux calmes ont souvent de bons coups de sabot. Je n'ai pas beaucoup de temps, Jacques, dis-je en posant mon sac sur la table. Allons droit au but. Jacques s'est calé dans son fauteuil. Tu es pressé parce que tu sais que les avocats de Purclean sont en route. Hassan m'a tout raconté. Tu as rompu le contrat de 12 millions d'euros. Mais le terrain? Le terrain, c'est une autre histoire. Purclean m'offre 2 millions d'euros pour ses 25 prongs, en espèces.
Maître Laurent voulut intervenir, mais je lui fis signe de se taire. Ce n'était pas une bataille juridique, c'était un pari. Et avec des hommes comme Jacques, on ne parlait pas le langage des avocats, mais celui des parieurs. 2 millions d'euros, ai-je dit calmement. C'est une belle somme. Hassan t'a-t-il dit quand tu recevras cet argent? Immédiatement après la signature, répondit Jacques avec assurance. Faux, ai-je dit. Purclean est une société, Jacques. Ils ne verseront pas l'argent sur ton compte personnel. Dès que 2 millions d'euros seront transférés à un détenu, la brigade financière saisira cet argent. Pourquoi? Parce que tu es condamné pour escroquerie aggravée. Cet argent ira à tes anciens créanciers, à l'État pour tes dettes fiscales et aux victimes. Tu sais ce qu'il te restera? Rien. Peut-être même un nouveau dossier d'enquête. Le sourire de Jacques s'est effacé. Son regard s'est posé sur maître Laurent. Laurent a hoché la tête d'un air approbateur, avec un visage impassible. Hassan ne t'a pas dit ça, n'est-ce pas? Ai-je poursuivi en insistant auprès de Jacques. Parce que Hassan se fiche que tu touches cet argent. Il veut juste que je perde. Il se sert de toi, Jacques, tout comme il se sert de moi, de sa femme, de sa mère. Il va jouer la carte que tu as en main et quitter la table, tandis que toi, tu continueras à pourrir ici sans le sou. Jacques se pencha vers la table. Et toi, que proposes-tu, ange bienfaiteur? Tu ne peux pas non plus me donner d'argent, ce serait la même chose. Je ne te propose pas d'argent, répondis-je. Je te propose la possibilité d'être libre. Je sortis un autre dossier de mon sac. Voici la liste des créanciers que tu as lésés. Ta dette totale s'élève à 450 000 euros. Si cette dette est remboursée, tu auras droit à une libération conditionnelle. Mon avocat Laurent a fait des recherches. Avec une réduction pour bonne conduite, tu pourras sortir dans 6 mois si tes dettes sont remboursées. Les yeux de Jacques se sont mis à briller. L'argent est un concept abstrait pour un homme en prison. Mais la liberté est concrète. Voici ma proposition, dis-je. Tu me cèdes tes parts. Au nom de la maison Bellage, je rembourse légalement et intégralement toutes tes dettes. Nous concluons un accord avec tes créanciers. L'argent ne passe pas entre tes mains, il va directement aux créanciers. Ainsi, tu n'es pas soumis à l'examen de Tracfin. Et toi, 6 mois plus tard, tu reviens dans les rues de Marseille avec une ardoise vierge, sans aucune dette. Jacques réfléchit. Il tapotait la table du bout des doigts, les rouages tournaient dans sa tête. 2 millions imaginaires ou une véritable liberté dans 6 mois? Le meilleur marchandage dans la vie, ce n'est pas de donner à l'autre ce que vous voulez, mais ce dont il a le plus besoin. Jacques n'avait pas besoin d'argent, mais d'une issue. Si vous êtes dans une impasse dans vos négociations, passez de l'autre côté de la table et demandez-vous quelle est sa véritable peur. Lorsque vous aurez trouvé la réponse, vous serez gagnant. Et Purclean? Dit Jacques. Et s'il propose de payer mes dettes? Purclean est actuellement en proie à un scandale, ai-je répondu en dévoilant mon bluff. Le détournement de fonds de Hassan a été révélé dans la presse. En cette période risquée, ils ne vont pas mettre en péril leur image de marque en faisant affaire avec un partenaire incarcéré. Ils sont sur le point de se retirer, Jacques. Hassan vous ment, cette offre n'est pas sur la table. Ah, ce n'était pas tout à fait vrai. Purclean pouvait encore être intéressé, mais Jacques était en prison, coupé du monde extérieur. Je suis sa seule source d'information. Jacques regarda maître Laurent. Cette femme dit-elle la vérité, maître? Laurent a raconté le mensonge le plus convaincant de sa vie. Le service juridique de Purclean a appelé mon bureau ce matin. Ils m'ont informé qu'il se retirait du dossier. Monsieur Hassan n'a probablement pas osé vous le dire. Jacques frappa du poing sur la table. Ce salaud! Il allait encore me trahir. Il sortit son stylo. Il tira le papier vers lui. Toutes mes dettes seront payées, dit-il en me montrant du doigt. Et vous mettrez 20 000 euros dans ma poche avant de partir. D'accord, répondis-je. Quand il signa, le bruissement du papier fut le plus beau son que j'avais jamais entendu de ma vie. Le terrain de l'usine nous appartenait désormais à 100%. Personne ne pouvait y toucher. En sortant, maître Laurent a pris une profonde inspiration. Mon Dieu, Fatima, vous venez de prendre un risque énorme. Où avez-vous trouvé l'information selon laquelle Purclean se retirait? En montant dans la voiture, j'ai souri. Je n'ai rien inventé, maître, j'ai simplement prédit l'avenir, car lorsque nous aurons faxé cette signature à Purclean, ils se seront déjà retirés. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un court message à Hassan. Le message contenait uniquement la photo du contrat de cession signé par Jacques. Et j'ai ajouté un seul mot en dessous. C'est fini.
En sortant du parking de la prison, le soleil se couchait. Le ciel était teinté de violet et d'orange. J'avais remporté la plus grande des batailles. J'avais vaincu mon mari. J'avais vaincu sa famille. J'avais vaincu sa maîtresse. Et maintenant, j'avais surmonté le dernier obstacle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Il est facile de remporter une victoire. Le plus difficile est de construire quelque chose après cette victoire. Comment ai-je construit un empire à partir des ruines laissées par Hassan et vendues par Jacques? Et où est Hassan aujourd'hui? Vous découvrirez tout cela et bien plus encore dans le dernier épisode. Préparez vos mouchoirs, car cette fois-ci vos larmes ne seront pas des larmes de tristesse. Le temps, comme l'ancienne tour de l'horloge de Marseille, il s'écoule parfois très lentement, parfois impitoyablement vite. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai franchi la porte de cette prison. Le soleil, qui se couchait ce jour-là, était la naissance d'une force qui ne se coucherait jamais dans ma vie. Aujourd'hui, je me tiens dans la cour de la maison Bellage, mais cette usine grise et lugubre n'existe plus. Les murs ont été peints en blanc, le soleil pénètre par les fenêtres et tout est imprégné d'une odeur de lavande, de laurier et d'huile d'olive. Le bruit des machines à l'intérieur se mêle au rire des femmes. Oui, des femmes. Ce n'est plus seulement une usine de savon, c'est une école. C'est un refuge. Avec les 25% de parts que j'ai rachetées à l'oncle de Hassan, je suis devenue l'unique propriétaire de l'entreprise. Savez-vous quelle a été ma première décision? J'ai fait démonter tous les panneaux numériques installés par Hassan au nom de la boîte modernisation et j'ai remis en place les chaudières traditionnelles en cuivre. Parce que nous ne produisons pas des robots, mais des âmes. Et les autres, cette famille noble, ces hommes indispensables. Voici la partie de l'histoire que vous préférez. Le rapport Karma, Hassan, mon mari arrogant, le procès pour détournement de fonds a duré 2 ans. Il avait de bons avocats, mais mes preuves étaient meilleures. Il a été condamné à 3 ans de prison, mais il a été libéré sous surveillance pour bonne conduite. Il n'a peut-être pas purgé sa peine, mais il subit une punition plus grande encore. Je l'ai vu la semaine dernière. Il travaillait comme vendeur dans une boutique de souvenirs bon marché pour touristes dans le Vieux-Port. Quand il m'a vu, il a détourné la tête. À la place de ses costumes italiens, il portait un t-shirt taché. Le prince de la haute société marseillaise vend désormais des aimants aux touristes. Madame Yvette, je lui rends visite une fois par mois. Oui, je continue à le faire, c'est ma vengeance la plus élégante. Sa chambre dans la maison de retraite est petite mais propre. Sa mémoire va et vient. Parfois, elle me reconnaît. Parfois, elle me prend pour une domestique et me dit « Apporte-moi mon thé ». Je ne lui en veux pas, car elle purge une peine à perpétuité dans la prison de son orgueil. Hala Zineb, qui partageait sa chambre, est décédée paisiblement l'année dernière. À qui a-t-elle laissé son héritage? Bah, pas à moi, à la fondation que j'ai créée. Céline, après avoir déchiré ce dossier rouge, elle a quitté la ville. D'après ce que j'ai entendu, elle s'est mariée à Paris avec un homme riche de 30 ans son aîné. Est-elle heureuse? Je ne pense pas, car une fois qu'on commence à vendre son âme, ce magasin ne ferme jamais. Et moi, l'ancienne, ignorante Fatima. Aujourd'hui, je suis présidente de la fondation Fatima Bellage. 40% des revenus de l'usine sont directement reversés à cette fondation. Savez-vous ce que nous faisons? Nous enseignons la langue aux femmes migrantes, aux mères victimes de violences, nous leur apprenons un métier et nous leur disons « Personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas capable. Personne ne peut vous faire sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. » L'autre jour, une jeune Algérienne qui venait de commencer à travailler à l'usine s'est approchée de moi avec hésitation. Je voyais dans ses yeux cette peur familière. « Madame, m'a-t-elle dit, mon mari ne veut pas que je travaille. Il me menace. » J'ai posé ma main sur son épaule, tout comme je l'avais fait avec Pierre ce jour-là. « N'aie pas peur, lui ai-je dit. Ne regarde pas derrière toi. Regarde à côté de toi. Tu n'es pas seule ici. Et dis à ton mari que s'il a un problème, il peut venir m'en parler. Mais je pense qu'il a aussi entendu parler de l'histoire de Hassan. » La jeune fille sourit. Ce sourire valait plus que 12 millions d'euros à mes yeux. Le soir, quand je rentre à la maison, je vais dans la chambre de mes enfants et je les regarde dormir. Ils n'ont plus peur. Il n'y a plus les cris de leur père. Il n'y a plus les pleurs de leur mère. Il n'y a plus que la paix. Mehdi n'est plus mon garde du corps. Il est devenu mon directeur logistique. Il a retiré son arme de sa ceinture et l'a remplacée par une radio. Pourquoi ai-je raconté cette histoire? Pas seulement pour le salut d'une usine de savon, pas seulement pour punir un mauvais mari,
J'ai raconté cette histoire parce que je voulais toucher cette femme qui regarde cette vidéo en ce moment, peut-être à l'autre bout du monde, assise dans une pièce sombre, pensant qu'il n'y a pas d'issue. Il y a une issue. Cette issue, c'est vous. Votre silence n'est pas une faiblesse, mais une préparation. Vos larmes ne sont pas une défaite, mais un arrosage. Avec ces larmes, vous faites grandir le chêne géant qui est en vous. Ils m'ont traité d'ignorante. Ils m'ont traité d'incompétente. Ils m'ont traité de bottine solitaire. Je n'avais qu'une seule réponse à leur donner: regarder. Et maintenant, alors que je sirote mon café face au port de Marseille, j'entends une seule chanson dans le murmure du vent, la chanson de la liberté. Si cette histoire a allumé une petite lueur d'espoir dans votre cœur, si elle vous a donné envie de dire moi aussi je peux le faire, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que les autres, femmes dans cette pièce sombre, sachent qu'elles ne sont pas seules. Je m'appelle Fatima et voici mon histoire. La vôtre ne fait que commencer. Au revoir, restez forte.